Je retrouve Éric Legendre qui va nous parler de, vous le connaissez pas encore forcément, c'est la première fois d'ailleurs qu'on le reçoit sur le courrier. Il va nous parler d'automobile parce que c'est l'homme de l'automobile en France, il va nous dire pourquoi. Et puis, il va nous parler des tarifs protectionnistes, des tarifs douaniers de Donald Trump sur l'automobile, des répliques, de tout ce que ça signifie. Et il va répondre à une question de fond qui est: est-ce que le protectionnisme protège les producteurs automobiles ou pas, et qui ça pénalise? Et dis-nous pourquoi tu es autorisé au fond à parler d'automobile, Éric. Bah, c'est simple, j'ai un tout petit peu l'expérience du secteur. J'ai 45 années dans l'automobile. J'attaque ma 46e année. J'ai travaillé chez des constructeurs, avec des équipementiers en France, beaucoup à l'étranger. J'ai travaillé fondamentalement pour deux grands groupes que sont le groupe PSA, maintenant qui s'appelle Stellantis, et le groupe Volkswagen. Et voilà. Et depuis maintenant 12 ans, j'accompagne beaucoup d'entreprises du secteur. Pas que les constructeurs ou les importateurs, on va en parler, des équipementiers, des distributeurs. Voilà. Et j'anime surtout sur LinkedIn un groupe qui s'appelle Automobile France, qui a plus de 21 000 membres, qui marche très très bien, qui est très vif, très vivant et très intéressant. J'avais cru comprendre que tu avais fait un peu de conseil d'ailleurs dans le secteur automobile. Oui, exact. J'en fais même beaucoup. Donc c'est un secteur que tu connais bien. Oui, tout à fait. Alors on avait une première question, qui est une question de lecteur, qui est: est-ce que les Français, l'automobile française vend des voitures aux États-Unis? Et est-ce que les tarifs de Donald Trump, les barrières douanières, vont pénaliser la vente de voitures françaises aux États-Unis? Bien, c'est une bonne question. Alors, il faut être précis. Dans la réponse à ta question, des automobiles de marque française, nous n'en vendons pas aux États-Unis. On a arrêté en 91 ou 92, donc c'est quand même assez vieux de vendre des 405. Renault a vendu jusqu'à la fin des années 80 ce qu'on appelait l'Alliance, l'Encore. On se souvient tous de la voiture Le Car, c'était la R5 dans les années 80, mais tout ça c'est fini. Bon, et puis alors la 403 cabriolet de l'inspecteur Colombo ou la Dauphine des années 60, c'est aussi du passé. Donc les marques françaises aujourd'hui ne vendent rien aux États-Unis. Bon, on va quand même parler, il y a des activités des constructeurs français. Par contre, les équipementiers, et on va en parler, c'est-à-dire les équipementiers, c'est les Valeo, c'est Michelin, c'est Plasticomium, les équipementiers français qui ne travaillent bien évidemment pas que pour les marques françaises, eux vont être impactés en fonction de leur marque et des volumes qu'ils portaient ou qu'ils accompagnaient aux États-Unis. Et troisième volet de l'activité, la distribution n'est pas concernée, car la distribution française, même si elle est très brillante, la distribution, c'est ce qu'on appelle les concessionnaires et les groupes de distribution. Eux ne sont pas présents aux États-Unis. Ce serait plutôt le contraire. C'est les grands groupes américains qui investissent en Europe. Et voilà. Donc, pour dire les trois grands paquets d'acteurs de l'automobile et du secteur, celui qui est vraiment impacté, ce sont les équipementiers. Bon, alors, mais j'avais rentrer un petit peu. Attends, j'ai une question parce que j'avais quand même entendu que Stellantis était très embarrassé par ces nouveaux tarifs. Oui, alors Stellantis, c'est là qu'il faut rentrer dans le détail. Comme disent les Allemands, le diable est dans les détails, der Teufel liegt im Detail. Stellantis est impacté parce que Stellantis maintenant, suite à la fusion PSA-Fiat, Stellantis est propriétaire des marques Jeep, Ram et compagnie. Et il se trouve que Stellantis a une grosse usine Chrysler au Canada qui vend quand même quelques grosses dizaines de milliers de voitures aux États-Unis. Donc c'est de l'export Canada-États-Unis, mais c'est pas sur la balance, je dirais, du commerce extérieur français, c'est dans la comptabilité générale de Stellantis. Et eux, ils prévoient de diminuer leur activité probablement de 50% dans un premier temps.
Ils ont même mis l'usine, on a appris ça hier, ils ont même mis l'usine au chômage. Alors, je connais pas la forme, est-ce que c'est un chômage technique, un chômage, je sais pas quoi. Ben, ils l'ont stoppé pour 2 semaines. Mais pourquoi? Parce que le secteur est extrêmement imbriqué dans tous les sens. Pour revenir à la production de voitures, parce qu'encore une fois, il faut être très précis. Pour revenir à la production de voitures, il y a 2 marques automobiles que tout le monde connaît au courrier des stratèges, qui ont vendu des voitures made in France aux États-Unis, mais c'est fini depuis quelque temps. La première, c'est Toyota, parce que vous savez tous que Toyota a une usine en France à côté de Valenciennes, et il s'est vendu des Toyota made in France, des Yaris, aux États-Unis. Je crois que c'est fini depuis 18 ou 24 mois. Et c'est assez récent. Et deuxième sujet, il s'est vendu également des Smart à une époque. Donc à l'époque où Smart était dans le groupe Volkswagen, mais Smart a une usine en Moselle, il s'est vendu des Smart aux États-Unis. Ces 2 volumes d'activité étaient somme toute assez mineurs. Il y a une marque qui est vraiment sous les radars. Alors s'ils m'écoutent là, ils vont pas être contents. C'est une marque, on va dire franco-britannique. L'actionnariat est uniquement britannique. Qui s'appelle Ineos et qui a racheté les droits de l'ex défendeur de Land Rover et qui fabrique en France, à Ambach, depuis pas très longtemps, depuis 2-3 ans, un véhicule qui s'appelle l'Ineos Grenadier. Regardez sur Wikipédia ou même sur votre moteur de recherche. Alors allez sur un moteur de recherche français, hein, arrêtez d'aller sur les moteurs américains. Et vous verrez le Grenadier. Alors, il s'est pris des commandes de plusieurs milliers de véhicules Grenadier, donc made in France, marque plutôt anglaise. Je vais revenir sur la marque parce que c'est intéressant. Aux États-Unis, je crois que les livraisons avaient à peine commencé. Là, on ne parle pas d'un impact énorme pour le commerce extérieur. Là, Ineos, c'est intéressant, c'est l'un des hommes les plus riches en Angleterre, si ce n'est en Europe. C'est un certain Sir James Ratcliffe, qui doit avoir 60, un peu moins de 75 ans à peu près, qui est milliardaire, qui travaille beaucoup dans la chimie, qui a une écurie de Formule 1, qui est un team dans la Coupe de l'América, qui a des clubs de foot. Je crois qu'il était dans le FC Lausanne, il a été au Manchester United, il était avec le club de Nice. Donc, alors là, moi, je ne suis pas le football, mais ça s'achète et ça se revend. Et donc, il a créé cette marque Ineos. Il habite bien sûr à Monaco, pas en Grande-Bretagne. Voilà, donc c'est le petit côté anecdotique du macro-phénomène qu'on est en train de. Donc voilà, pour entrer dans la perspective de ce qu'on appelle les constructeurs et les voitures purement purement détaillées. Donc le gros impact va être pour Stellantis, mais avec de la production canadienne et peut-être aussi mexicaine. Je n'ai pas regardé dans le détail, il se peut qu'il y ait peut-être une usine qui remonte. Bon. Il se vendait dernièrement de façon mais parcellaire, c'est du micro-phénomène, quelques Alfa Romeo aux États-Unis, mais c'est vraiment un épiphénomène. Donc voilà pour les voitures. Stellantis, maintenant, au Canada, fabrique quoi comme voiture? C'est Chrysler. Et majoritairement, je crois que c'est des véhicules compacts Chrysler. C'est une usine de l'ex-Constellation Fiat Chrysler. D'accord. Mais qui ne fabriquent en rien les marques françaises. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, parce que c'est intéressant, celui qu'on appelle l'agent orange de Poutine, le rouge, Monsieur Trump, c'est pas la première fois qu'il est président de la République des États-Unis. Bon, il l'a été. Et alors, ce qui est très, très, très curieux, on sait tous qu'il travaille, qu'il a des méthodes de travail. On pourra en parler, je viens d'écrire un papier là-dessus il n'y a pas longtemps. Donc, c'est tous qu'il a des méthodes d'information assez curieuses. En 2018, il a dit qu'il allait faire la peau des constructeurs allemands. Ça, c'est vrai qu'ils sont touchés. C'est des marques comme Audi, comme Porsche, beaucoup aux États-Unis, mais aussi de Renault. C'est-à-dire qu'il avait peut-être eu des fiches, mais qu'il n'avait pas lu. En tout cas, il n'y avait pas Renault, et Renault n'a jamais vendu. Les années entre 2015 et 2020, Renault est parti il y a 30 ans d'Amérique. Donc, un petit peu le coup approximatif de ce que dit Trump. C'est quand même intéressant de le savoir. Il croyait qu'il y avait des Renault qui se vendaient.
Est-ce qu'on sait pourquoi, est-ce que tu te souviens pourquoi Renault avait abandonné le marché américain? Puisqu'à une époque, Renault avait essayé de s'installer aux États-Unis. Oui, alors, mais Peugeot, c'était pareil. Euh, en fait, les deux marques ont quitté dans les années 80 à 90 pour l'un et pour l'autre. Et moi, je connais très bien le dossier parce que je travaillais à l'époque pour Peugeot et j'ai travaillé sur le dossier américain à l'époque. Euh, C'était très complexe, le dossier américain. D'abord, les normes, on se plaint de l'Europe et de ses normes, mais les Américains, c'est pas mieux. Donc, on a tous en tête, conseil à tes auditeurs et à tes lecteurs de regarder des vieilles photos des Peugeot aux États-Unis. Elles avaient un look complètement différent parce qu'elles avaient des pare-chocs renforcés, ce qui les rendait d'ailleurs assez onéreuses puisque c'était des pièces spéciales. Bon, je parle des pare-chocs parce que c'est ce qui était visible, mais il y avait aussi des optiques, des phares qui étaient différents. Il y avait aussi, c'est bête à dire, mais les plaques minéralogiques qui sont d'un autre format, donc ça entraînait des contraintes de carrosserie. Donc, l'ensemble, il y a les normes d'émission, bien sûr, les normes de choc, l'ensemble des normes américaines étaient déjà, à l'époque, faits pour freiner l'importation de véhicules étrangers. Alors, quand on a les marges qu'ont sur ce type de marché Porsche ou Audi, ça passe. Quand on a la volumétrie qu'un Toyota ou un Nissan, avec en plus des usines aux États-Unis comme ces deux marques japonaises, ça passe. Mais quand on vend des véhicules et que mes anciens amis du groupe Peugeot m'excusent, mais de réputation moyenne, de gamme moyenne, comme étaient Peugeot et Renault, ça passe pas. Parce que quand vous y rajoutez les coûts de logistique, le stockage, le premier point, c'était les normes. Le second, c'était bien évidemment le business model qui n'était pas rentable. Il eût fallu vendre énormément de voitures pour que ce soit intéressant. Et le troisième, c'est le réseau de distribution. C'est tout ce qu'une voiture, ça se vend chez un concessionnaire, que les ventes par Internet toutes seules, c'est une lubie des technocrates. On a toujours besoin d'un garagiste, heureusement. Donc, c'est la distribution qui fait le boulot. Et avant de monter un réseau de distribution aux États-Unis, il faut quand même se préparer. Alors, il y a eu des plans qui étaient de dire on ne vend pas aux États-Unis, mais on vend dans certains États. Par exemple, 2 États de la côte Est et puis 2 États de la côte Ouest. Enfin bon, ou ne vendre que dans certaines voitures. Pour l'instant, Renault n'y est plus du tout, sauf il y a les participations avec Nissan et des accords. Mais c'est pas Renault, c'est pas ni des Renault ni des Dacia. Quant à Stellantis, donc ils y sont, via Chrysler, donc des marques Chrysler, Dodge, Jeep, Ram. Et ça, c'est des véhicules américains. Bon, la propriété des marques maintenant, c'est le groupe Stellantis, mais qui d'ailleurs n'est plus un groupe français. Maintenant, c'est un groupe international, franco-américano-italien, basé aux Pays-Bas. Donc, c'est plus une entreprise typiquement française, ex-PSA. Et donc, Stellantis, il y a en ce moment, avec l'activité Free to Move. Alors, Free to Move, c'est c'est un fournisseur de mobilité, ce qu'on appelle l'autopartage, le free floating, on a connu ça. Ils sont présents dans même pas une dizaine de villes. Ça marche très bien. Ils ont de mémoire entre 1,5 million et 2 millions de clients, c'est pas mal. Ils louent des voitures et bien sûr, ils louent majoritairement des Jeep, Renegade, des Compass et tout. Dans des villes comme Washington, Portland, Columbus, Vancouver, avec des flottes importantes. Hein. De mémoire, je crois rien qu'à Washington, il y avait 600 véhicules qui roulaient. Donc, c'est les marques de Chrysler. D'accord. Les équipementiers. Parle-nous des équipementiers français qui vendent à des producteurs aux États-Unis. Alors, les équipementiers, eux, ils vont être touchés. Alors, les équipementiers, pour expliquer à nos auditeurs, les équipementiers, c'est ceux qui fournissent des composants qui sont dans la voiture. Il faut surtout pas croire que une voiture, elle est faite totalement par le constructeur. Par exemple, les optiques, l'électronique, les sièges, les tableaux de bord, beaucoup de petits moteurs, les pièces, les pneumatiques, tout ça, c'est fait à l'extérieur par des équipementiers. Et donc, dans le contenu, comme un avion, comme un Rafale ou un Airbus, qui sont faits par des assembleurs, et la marque Dassault ou la marque Airbus ne fait qu'assembler. Bon,
Une voiture, c'est un peu pareil. Donc, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît bien, qui est touché par ce qui va se passer aux États-Unis, c'est Michelin. Il n'y a aucun constructeur automobile dans le monde qui fabrique des pneus. Ça a peut-être existé il y a 120 ans, mais c'est fini depuis longtemps. Il y a des manufacturiers pneumatiques pour Michelin. Michelin va être impacté. D'ailleurs, Michelin ne fait pas que des pneus, mais ils font aussi des solutions pour véhicules électriques. On a Forvia. Alors, Forvia, c'est pas très connu. C'est l'ancien Faurecia, qui fait quand même 13% de ses ventes mondiales en Amérique du Nord, avec Ford comme gros client. Donc, eux, ils vont être probablement impactés, tout en sachant qu'ils ont quand même une trentaine d'usines en Amérique du Nord, et donc ils vont aussi faire bouger les flux. Donc, il y aura plus de fabrication nord-américaine et moins de fabrication européenne. Donc, ceux qui ont des usines locales sont probablement un peu moins impactés. Je pense qu'il est très, très tôt pour savoir. Tous les états-majors, ils travaillent en ce moment. J'étais en réunion hier soir avec un état-major d'un équipementier. Tout le monde est en train de majoritairement revoir ses flux. Je reviendrai aux conséquences en fin d'entretien. Il y en a un qui est très connu, c'est Valeo. Donc, Valeo, c'est de l'électronique embarquée, c'est des systèmes pour les véhicules autonomes, c'est des motorisations, des climatisations. Donc, eux aussi sont depuis très, très longtemps aux États-Unis. Ils y font une grosse partie de leur activité, un peu moins d'un quart, mémoire 22%, alors ça bouge chez les années. Donc, voilà des acteurs qui ont des usines. Un quatrième, c'est Plasticomium, PO, qui lui fait plus, je dirais, des pare-chocs, des réservoirs, des composants extérieurs, des composants intérieurs. Il y a eu Chinson, il y a Raymond, donc voilà, tout avait simulation. Donc il y en a beaucoup qui vont être touchés, qui sont impactés. Et d'ailleurs, beaucoup de journalistes, et c'est peut-être l'intérêt de cette interview que tu me proposes, mélangent les statistiques du secteur automobile et les ventes automobiles. J'ai même vu une énormité hier matin dans un journal pourtant très sérieux que je ne citerai pas, où le journaliste avait divisé les ventes du secteur automobile aux États-Unis, majoritairement des équipementiers, ce que je viens de vous dire. Quand on dit un quart de chiffre d'affaires de Forvia ou de Valeo ou de Michelin, c'est quand même des chiffres importants. Imaginez. Il avait divisé par un prix approximatif d'une voiture à 30 000 euros. Il en avait déduit que les Français vendaient quelque chose comme 30 ou 40 000 voitures aux États-Unis. C'est du grand n'importe quoi. Le secteur, ce n'est pas des voitures. Donc, sont touchés les équipementiers. Alors, il faut apporter des nuances. Premier point, la plupart des gros équipementiers ont des usines en Amérique du Nord et au Mexique. Moi, je suis actuellement administrateur d'un équipementier automobile canadien qui a des usines au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Donc après ça, ça va être les flux. On va noter que dans les annonces complètement farfelues, qui ont été violentes, mais complètement farfelues, qui ont été faites il y a 3 jours, alors qu'il avait fait beaucoup de bruit, Trump a tout d'un coup mis de côté ses deux voisins que sont le Canada et le Mexique. Donc tout ça aussi pour dire qu'il y a beaucoup de bruit. C'est toute la méthode Trump, on pourra en reparler si tu le souhaites, Eric. Mais derrière cet énorme bruit, il y a aussi des choses des lignes qui vont bouger. Ceux qui ont des usines en Amérique du Nord seront moins touchés. Ceux qui sont plus petits, et ça, là, on peut parler peut-être de dizaines alors pas de centaines d'entreprises pour la France. Au niveau de l'Europe, peut-être, vont être impactés parce que ceux qui auraient des usines en France et qui vendraient des équipements pour les usines aux États-Unis, mais déjà, c'est pas très intelligent. On n'a pas une usine qui fabrique des ressorts ou des durites ou des petites pièces de moteur qu'on envoie aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que ça coûte trop cher. Voilà. Vous serez le prix de la durite. Alors concrètement, est-ce qu'il y a un risque que des usines en France ferment du fait des tarifs protectionnistes de Trump? Du fait des tarifs protectionnistes de Trump, je ne le pense pas. Par contre, que certains continuent à fermer des usines, parce que des usines automobiles s'enferment beaucoup, et pas qu'en France, et on en parle depuis longtemps, et j'ai écrit beaucoup de sujets, allez voir les posts que j'écris sur mon blog sur le sujet. L'Europe fait beaucoup de bêtises, et la France aussi. Je rappelle qu'on parle d'un pays qui se désindustrialise, qui est notre pays. Bon. Que certains disent que tout d'un coup l'usine va fermer et que c'est la faute de Trump, ça, je pense que ça va arriver. Mais, très honnêtement, Trump, il n'en sera pas responsable. Il aura accompagné le mouvement. La France se désindustrialise et c'est pas la faute de Trump.
Mais est-ce que, d'une façon, je dirais en représailles, est-ce que ça aurait du sens que la France, pour se réindustrialiser, impose des bannières douanières aux Ford, par exemple? Oui, pourquoi pas. Mais attends, il n'y a rien de nouveau, Eric, hein. Je te rappelle qu'on taxe les voitures chinoises à 25%, nous, ici en Europe. Il y a des pays, je vous ai dit tout à l'heure, j'étais patron export d'une marque automobile pendant très longtemps, donc je travaille sur 70 pays. Est-ce que vous savez qu'une voiture elle est taxée à 100% en Côte d'Ivoire? Bon, et ça, personne n'en parle. On hurle sur Trump pour 25%, mais en Côte d'Ivoire, c'est 100%. En Inde, les taxes sur les véhicules importés, je viens sur les véhicules importés, elles vont de mémoire à la louche, hein, de 40 à 125%. Donc, il est clair que ce qui est en cause derrière les mesures de Trump, et encore une fois, je me répète, ces mesures sont bêtes, mal préparées et mal bordées. Je vous donnerai un ou deux exemples tout à l'heure. Derrière, il y a la fin d'un concept, moi personnellement je suis totalement contre, qui s'appelle la mondialisation heureuse. À une époque, il y avait des baskets Adidas qui traversaient 2 fois la planète en avion avant d'être vendues dans un magasin à Toulouse. C'est assez fou. Bon. Mais il va falloir se réorganiser. Et donc, pour revenir à ta question, oui, on pourrait en profiter pour, un, taxer certains véhicules, si tant est que la Ford dont tu parles, elle est bien fabriquée aux États-Unis et pas en Belgique ou en Espagne. Parce que Ou c'est en ça. France, puisqu'il y a une usine Ford à Bordeaux. Voilà. Mais qui ne fait peu de voitures, fabrique pas de voitures. Et elle est en train de fermer, et ça c'est un sujet politique, ça fait des années qu'elle est en train de fermer. Bon. Elle fabriquait des boîtes de vitesse. Bon. Donc si tu veux, l'économie, elle est cette stupidité de mondialisation heureuse où tout le monde vend à tout le monde dans tous les sens, bah, c'est sûr que quand tu retires une marche, ça perturbe tout l'escalier. Bon. Je pense qu'il serait sage qu'en effet, au niveau européen, on réfléchisse un petit peu plus à avoir des usines européennes pour vendre en Europe. Voilà. Alors par contre, il y en a un qu'on peut citer, c'est Monsieur Elon Musk, qui vend des Tesla, alors qui d'ailleurs ne seront bientôt plus fabriqués que aux États-Unis, mais qui seront aussi fabriqués en Allemagne. Je rappelle qu'il y a eu un chantage. Il a failli installer une usine à Châteauroux, enfin à côté de Châteauroux, Mmh. il y a 2 ans, je crois. Bon, comme c'est Musk, excuse-moi. Bon, comme c'est Musk, il a fait n'importe quoi. Il est allé en Allemagne. Bon, mais on peut en effet boycotter les achats de produits fabriqués et on revient au made in. Sauf que dans du made in USA pour une Tesla, peut-être que les pneus sont des pneus Michelin, que les optiques sont des optiques Valeo et que la pompe est une pompe Hutchinson. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc c'est quand même, attends, parce qu'on va y revenir, mais c'est quand même du coup aujourd'hui compliqué d'expliquer qu'un tarif protectionniste concerne un produit étranger, parce qu'au fond, les produits qui sont échangés sur la planète, surtout des voitures par exemple, sont des produits internationaux. Et quand on pose une barrière douanière, on ne sait pas très bien quel pays est le plus victime de la barrière. Mais ça prouve, mais ça pour moi c'est pas nouveau. Puis chacun a son opinion. Ça prouve que ces décisions de Trump sont des décisions qui ont été prises avec les tripes à 80%, peut-être 15% avec le cœur, 5% avec la tête. Et que c'est vraiment un ensemble de décisions stupides. À la fin, ceux qui vont payer, c'est majoritairement les consommateurs américains qui vont avoir de l'inflation et aussi les consommateurs européens et autres. J'écoutais ce matin une interview d'un économiste qui disait qu'au Vietnam, ils se payent des taxes. Pour montrer que cette démarche, elle est débile, dans l'espèce de tableau futuriste et ridicule bordé d'or que Trump a présenté devant les caméras de télé il y a 3 jours, ce qui n'a pas été relevé en France d'ailleurs. Je pense que notre presse ne fait pas son boulot et nos hommes politiques n'ont aucun courage. Il y a 3 France. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Il y a la France, Saint-Pierre-et-Miquelon et il y a la Martinique. Voilà. Donc la Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon auront un droit de taxe qui sera différent. C'est du n'importe quoi. Cette équipe est totalement incompétente. Alors on savait que certaines administrations et certains politiques n'étaient pas très compétents. Et là, arrivé à ce niveau-là, bon.
Mais ça va quand même toucher la France. L'économie française, on parle beaucoup de 3 secteurs, c'est-à-dire on parle des parfums, des cosmétiques pour l'ordre de 3 à 4 milliards d'euros. C'est sûr que du cognac, là, dans du cognac, il n'y a pas grand-chose qui ne soit pas français. C'est pas une voiture. On parle donc les parfums, les cosmétiques, le luxe, les boissons. Les boissons, on parle de 4-5 milliards. La filière viticole va souffrir. Je vais revenir aussi sur quelque chose de très intéressant sur ce sujet-là, sur la France et les marques. Et l'aéronautique et spatiale. Mais quand on vend un Airbus aux États-Unis, c'est pas qu'un avion français, l'Airbus. Moi qui suis pas loin de Toulouse une grande partie de l'année, on sait tous que dans un Airbus, les ailes viennent d'Angleterre, le nez vient d'Allemagne, qu'il y a des équipements qui sont américains, qu'il y a un peu de tout dans un Airbus. Il y a quelque chose qui est très intéressant. Il y a un analyste américain qui précisait l'autre jour, et j'aime beaucoup cette lecture. Il faut pas lire l'Amérique entre les démocrates et les républicains. C'est une lecture, on la connaît tous. Elle n'est pas forcément bonne. Il faut pas lire l'Amérique raciale. Il faut pas lire l'Amérique, les côtes Est et Ouest d'un côté et le Middle East et tous les grands États classiques de l'autre côté. Non. Lui disait, il y a 3 Amériques. Et j'aime beaucoup. Il y a une Amérique de l'euro, et il commençait par ça. Il y a une Amérique du dollar, et il y a une Amérique de la monnaie chinoise. Et il expliquait. Et moi, je connais alors, un économiste américain. Je connais des gens qui vivent en euros aux États-Unis. Ils achètent une Audi, ils vont boire un verre de Chablis, ils ont des marques de vêtements européennes parce que c'est chic, ils vont passer leurs vacances en Toscane. Ces gens-là, ils ont un pouvoir d'achat qui fait que s'ils payent leur Audi, même $10 000 ou 10 000 euros de plus, ça ne les touchera pas. D'ailleurs, au passage, c'est ceux qui n'ont pas voté pour Trump. Et il dit ça, c'est une Amérique qui vit en euros. Il dit par contre, moi, ma secrétaire, mon assistante, elle vit en dollars, elle achète de l'américain et des marques américaines. Et puis il y a ceux qui sont chez Walmart, l'Amérique profonde et du pauvre, qui va acheter des produits qui sont faits en Chine ou dans certains pays asiatiques. J'aime beaucoup cette lecture, elle est un peu une sectorialisation qui est un petit peu quand même économique. Il y a les faibles et les puissants, c'est vrai, mais elle est intéressante. Et donc, quand on dit que des marques automobiles, parce que c'est le sujet aujourd'hui avec toi, des marques automobiles comme Porsche ou Audi ou BMW vont souffrir, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour un riche américain qui a déjà 2 autres belles voitures, qui n'achète pas sa voiture, d'ailleurs, qui la loue en delta de location, ça va peut-être lui coûter 15 ou 20 dollars par mois. Tu m'as compris. Ou oui, mais il y a un sujet que tu évoques, mais que tu ne traites pas. Concrètement, la barrière douanière, le tarif protectionniste, est-ce que ce sont, parce que Trump, au fond, quand on l'écoute, il dit, c'est Audi qui va payer la barrière douanière que j'impose à Audi. Mais est-ce que ce sont les exportateurs, les entreprises qui vont payer les tarifs douaniers, ou est-ce que ce sont les consommateurs américains de n'importe quel pays? Parce que quand un pays pratique le protectionnisme, qui paye? C'est le consommateur. C'est le consommateur, puisque l'argent de c'est là que la mesure, elle est débile. L'argent, c'est une taxe. La taxe, elle va aller dans les poches du gouvernement américain. Je vous rappelle, enfin, on sait tous, et c'est pas le sujet, que l'Amérique est l'État le plus endetté du monde. On parle de milliards de dollars d'endettement. Là, en France, on n'est pas les champions du monde, mais alors les Américains, ils sont plus que nous, et de très loin. Bon. Mais c'est le consommateur qui va payer à la fin. Le Trésor américain a empoché cette surtaxe qui va lui permettre peut-être de réduire la dette. J'en doute, et je pense qu'il y a un énorme mensonge derrière. Mais c'est un autre sujet. Mais c'est le consommateur à la fin qui va payer. Donc, s'il croit que les riches, et on revient à ce que je viens de te dire, si on croit que ce sont les riches américains qui vont arrêter d'acheter des Audi ou des Porsche, mais c'est n'importe quoi. Par contre, je dirais pas la même chose sur les Tesla en Europe. Je pense que les Européens vont et sont en train de se réveiller. Déjà, ils sont réveillés avec l'Ukraine, et tant mieux. Et là, ils vont se réveiller à nouveau, et tant mieux. Et moi, ça m'étonnerait pas qu'on voit fleurir
D'ailleurs, il y a un concessionnaire Tesla qui a brûlé il y a pas longtemps en France. Il y a des Tesla qui sont rayés ou débadgés en France. Enfin, il se passe des choses. Donc, je pense que Trump n'a absolument pas imaginé les effets retour. Alors, le consommateur européen, il va aussi payer. Hein. Je pense que tout le monde paye, mais celui qui va être le plus touché, c'est l'Amérique. Sur le fond, c'est quoi l'ambiance dans le milieu automobile français aujourd'hui? Très inquiète. Du fait de... Très inquiets, ils étaient déjà inquiets avant. L'automobile, c'est des cycles longs. Pour concevoir une voiture, il faut entre 6 et 8 ans. Pour l'amortir, il faut à peu près autant, si ce n'est 10 ans. Les marges, elles sont très difficiles à tenir, puisqu'on sait tous que les Chinois essaient de rentrer sur nos marchés. Donc l'automobile mondiale, bien avant Trump, et bien même avant sa première mandature, est perturbée. Elle en est aussi responsable. Elle aurait pu se réformer. Moi, j'y travaille depuis 25 ans déjà, et en tant que consultant pour l'automobile, ça fait maintenant 12 ou 13 ans que je travaille sur ces sujets-là. Bon, on aurait dû peut-être balayer devant notre porte, mais quand même, on est très secoué globalement avant ces sujets de Trump, et un petit peu comme la bourse ou comme un financier, bah, on n'aime pas les mauvaises surprises, on n'aime pas tout ce qui stabilise. On comprend très bien que Stellantis disent, nous on ferme l'usine pendant 15 jours, et on va réfléchir pendant 15 jours à ce qu'on fait. D'abord, peut-être que M. Trump va passer de 25%, parce que je te rappelle quand même qu'il a parlé des 25%, d'abord pour le Canada et le Mexique. Ça, c'était il y a, je sais plus très bien, il y a 2 ou 3 semaines. Et dans le quai, ce qu'il a annoncé mercredi, tout d'un coup, chut, ça avait disparu. Donc, on est en plein dans la méthode Trump, il crée un rapport de force asymétrique, où il fait de la pression, crée de l'incertitude et du chaos, il place la barre très haut, il menace de se retirer, il vous dévalorise en disant que vous êtes éliminable, enfin, il fait tout pareil sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu du n'importe quoi. Pas bon pour un secteur qui est lourd, et je me répète, qui travaille avec des flux complexes à droite et à gauche. Hein. Quand on produit une voiture, je vais prendre un exemple, quand on produit une voiture, et avec ce que je vous disais tout à l'heure, où des équipements arrivent de droite et de gauche, partout en France, en Europe et peut-être dans le monde, tout ça, c'est la logistique. Et tout ce qui est l'incertitude géopolitique, parce que là, pour moi, c'est de la géopolitique, est très mauvaise pour l'économie. C'est pour ça que je dis que peut-être que le consommateur français, il va aussi en prendre. Parce que sinon, on va avoir des entreprises au tête. Mais pas exclusivement et pas spécifiquement la France. Écoute, c'était passionnant. Merci Eric. J'aimerais bien que tu nous fasses prochainement une interview sur l'état de la désindustrialisation dans le domaine de l'automobile, parce que beaucoup de gens sont en réalité coupés des réalités. Ils pensent que c'est à cause de Macron que les usines s'en vont, que ça date de Macron. Et en fait, peu de Français comprennent pourquoi, par exemple, Renault est allé faire des usines à l'étranger, pourquoi des producteurs français font des usines à l'étranger plutôt qu'en France. Est-ce que tu pourrais nous faire une émission là-dessus, un de ces quatre? C'est avec plaisir, mais le résumé, il est très clair. Et je comprends qu'on critique Macron, parce qu'il le symbolise. C'est le phénomène de fond de la désindustrialisation par nos coûts sociaux. Il faut écouter, par exemple, Mengo, qui est le patron de Michelin, qui est remarquable, qui a fait une intervention récemment sur une commission parlementaire au Sénat. Il expliquait que produire en France, faut être fou. Et que produire un pneu en France, ça lui coûte 2 ou 3 fois plus cher que de le produire au Portugal ou en République tchèque. Je ne parle pas des États-Unis ou de l'Asie, je parle de l'Europe. Le problème de la France et la désindustrialisation, c'est notre modèle social. Et il faut avoir un modèle économique extrêmement pointu, et encore, je ne sais même pas s'il gagne de l'argent comme Toyota, pour avoir encore des usines automobiles qui ne ferment pas en France. Mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Le problème, c'est notre modèle social. C'est qu'il y a encore des fous qui veulent arrêter de travailler à 58 ans, alors qu'en Suisse, on travaille jusqu'à 67 ans. C'est ça, c'est nos retraites, c'est le poids de notre dette. Enfin, je ne vais pas faire de la politique, c'est ça le fond du sujet. On en reparlera, on fera une émission là-dessus, et illustré par des exemples précis, parce que les gens entendent tout le temps le modèle social, ils disent « Ah, mais tout ça, c'est du discours macroniste ».
Ce qui est intéressant, c'est de faire comme Menego a fait sur Michelin, de dire, attendez, moi, je vous prends des exemples, voilà ce qui se passe. Si on pouvait faire ça, un de ces quatre, ce serait top. On en reparle quand tu veux et merci à tous de nous avoir écoutés et j'espère que je vous ai intéressé. Mais oui, c'était très bien. À très bientôt, Eric. Merci, à très bientôt. Au revoir.